Quand on a une endocardite, quand le patient présente une endocardite, il va présenter des complications, on va dire des complications symptomatiques, neurologiques symptomatiques, dans 20 à 40% des cas. En tête de file, dans 70%, il s'agit d'un accident ischémique, dans 10% des cas d'un hématome intracérébral, et puis on va retrouver dans des proportions beaucoup moins importantes de l'hémorragie méningée, souvent très corticale, petite, 5%, également des tableaux de méningo-encéphalite, d'abcès bien sûr, intracérébraux, que vous connaissez bien, et des anévrismes mycotiques. Ça, c'est les chiffres qu'on connaissait chez des patients symptomatiques. Mais maintenant qu'on fait des IRM plus volontiers, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'anomalies à l'IRM que les symptômes que présente le patient. Il y a cette série que nous rapporte l'équipe DES où on a 109 patients qui viennent de présenter une endocardite. C'est des endocardites qui étaient fortement suspectées ou confirmées, des patients neurologiquement asymptomatiques. On fait des IRM de diffusion, des T2 étoiles, on pourra en reparler dans la discussion. Et donc ces séquences extrêmement précises pour dépister l'ischémie très mineure ou le micro-saignement permet de voir dans cette série que dans 71,5% des cas, il y a une anomalie alors que le patient n'a aucun symptôme. Alors, quand ce patient qui a une endocardite fait une complication neurologique, on sait qu'il y a un impact, ça va être fortement délétère sur l'outcome et notamment sur la mortalité, avec des taux de mortalité chez ces patients ayant une complication neurologique de 45% à un mois versus 24%. Qu'est-ce qui fait qu'on va plus volontiers, que notre patient est plus volontiers exposé à une complication neurologique quand il s'agit plutôt d'une valve mitrale, plutôt d'une endocardite infectieuse à staph doré, quand il a plus volontiers une anticoagulation efficace, et ça, on le retrouve à la fois dans les AVC, bien sûr, tout confondu, mais surtout, et ça va de soi, dans l'hématome intracérébral, et quand la végétation est importante. Alors la question que vous nous posez souvent, mais quand puis-je aller à l'ACEC pour ce patient qui est extrêmement grave sur le plan cardiologique? Alors nous, neurovasculaires, de quoi avons-nous peur? Ce patient, il a fait un événement neurologique. On a peur qu'il transforme tout simplement l'accident ischémique, qu'il fasse une transformation hémorragique du fait des hautes doses de l'anticoagulation efficace pendant la chirurgie, qu'il majore ou qu'apparaisse un saignement, et enfin que ce rompt un anévrisme mycotique. Alors on a une littérature très ancienne et très en défaveur d'une chirurgie précoce. Si on reprend un petit peu l'étude de l'équipe des CHI, où on avait 181 patients avec, bien sûr, endocardite et présentant une complication cérébrale symptomatiques, ceux qui avaient été opérés de façon très précoce, et là, ce qui était retenu comme très précoce, c'est entre 48 heures et, en tous les cas, dans la première semaine. Quasiment chez un patient sur deux, on avait une aggravation neurologique avec un taux de mortalité extrêmement important. Dès lors qu'on différait l'intervention, on avait des taux de mortalité d'aggravation neurologique beaucoup moins importants. Si on regarde, qu'en est-il pour les patients? Là, en fait, dans l'étude que je viens de vous montrer, c'était complications neurologiques tout venant. L'abcès, la méningo-encéphalite, l'accident ischémique, l'hématome. Si on regarde plus précisément une population d'une endocardite avec d'emblée un tableau d'AVC hémorragique, on se réfère à l'étude de Garcia Cabrera, et qu'est-ce qu'il nous montre chez patients qui présentaient un hématome intracérébral dans ce contexte, qu'on a opéré précocement. Là encore, on a des taux d'aggravation neurologique et d'hématome extrêmement importants. Alors cette littérature, elle est très critiquable, parce que nos patients, ils ne sont pas très bien explorés, ils ont du scan, on confond beaucoup toutes les complications neurologiques, il n'y a pas d'angioscan systématique, si bien que cette littérature aujourd'hui est remise vraiment en question avec l'utilisation, et on le sait bien, et quand vous nous appelez, ils ont souvent l'IRM, avec l'apport de l'IRM. Pourquoi? Parce que l'apport de l'IRM va effectivement mieux préciser la charge lésionnelle. Plus l'accident est gros, plus le risque hémorragique est important au moment de l'intervention. L'IRM va également nous permettre, sur les séquences de T2 étoiles ou de Swan, de dépister des micro-saignements et de nous dire, tiens, ça évoque probablement un micro-anévrisme, il va falloir aller à l'angioscan.
voire à l'artériaux, et emboliser avant le geste s'il y a un anévrisme mycotique. Donc c'est des patients qu'on commence à mieux comprendre. Et puis maintenant qu'on fait des IRM systématiques, on sait que chaque millimètre de végétation supplémentaire sur la valve, c'est 10% de lésions ischémiques dépistées sur l'IRM, même chez des patients asymptomatiques. Alors le fait est, effectivement, dans des populations qu'on commence à maintenant mieux screener, notamment cette étude où on a regardé donc, screené des patients avec une endocardite, on a regardé les patients qui avaient fait un accident vasculaire, on a pris de l'hémorragie, de l'ischémie, on a exclu les patients avec un anévrisme mycotique. 23% de ces patients ont eu une intervention chirurgicale, il n'y a aucun essai randomisé. Il y en a 30% d'entre eux qui ont été, c'est de l'équipoise, 30% d'entre eux qui ont été opérés dans la première semaine. Et puis les autres, alors on est sur des petits nombres de patients, et les autres après 7 jours. Et c'est des données extrêmement nouvelles parce qu'on dit finalement que ce soit la mortalité pendant le séjour à l'hôpital ou la mortalité à 1 an, il n'y a pas de différence entre le fait d'avoir opéré tôt nos patients versus j'ai des patients qui avaient en fait qui étaient totalement sur des groupes qui étaient totalement homogènes. D'autres études encore, là on devient encore plus précis, c'est-à-dire qu'on fait en préopératoire une IRM systématique à nos patients, ceux qui sont symptomatiques, où bien sûr on va découvrir des accidents ischémiques, ceux qui ne le sont moins, où on a vu qu'on en dépiste aussi, là encore 2 groupes, petits effectifs de patients, 34-30, et sur ces patients vraiment screenés avec des accidents ischémiques, on dit qu'il n'y a pas de différence sur le délai, sur la transformation hémorragique, sur l'aggravation neurologique. Alors, on sent qu'on avance, on sent qu'on a des imageries. Il nous manque des données. Pour nous, neurologues, elle est assez frustrante, cette littérature, parce qu'on n'a aucune indication de l'évaluation clinique du patient. Alors aujourd'hui, on sait que le risque hémorragique est corrélé à la gravité du patient, qui elle-même est corrélée à la taille de l'accident. Néanmoins, on sent qu'on progresse et qu'on arrive à mieux, finalement, dépister le patient à risque. Alors, si bien que les recommandations pour ces patients présentant une complication neurologique ont été, donc les sociétés savantes ont émis des recommandations qu'on pourrait résumer de la façon suivante. Dans le Circulation là, de 2016 résume extrêmement bien les choses. Déjà, il insiste, mais Najib, tu nous l'as déjà dit, il faut une team neurologique, une team d'endocardite. Et je crois que plus que jamais, on a travaillé ensemble. Je trouve que ce que je disais à Gilles, c'est qu'on nous appelle de plus en plus souvent pour ces patients-là. Donc, ces patients-là qui ont une endocardite, au moindre symptôme, il faut faire une imagerie cérébrale pré-opératoire, du scan, de l'angioscan, volontiers de l'IRM si on peut, et puis au moindre doute, anévrisme mycotique, angioscan, donc artériaux, et embolisation pré-op, si effectivement on en trouve. Donc au vu de ces recommandations et de ces études, avec encore une fois, certaines, on a besoin encore d'avoir un niveau de preuve beaucoup plus important, mais ce qu'on peut retenir, c'est que pour des infarctus silencieux, le patient est asymptomatique, mais on découvre des lésions. Le patient qui a fait un déficit transitoire, une minime transformation hémorragique, comme ils ont souvent la petite hémorragie corticale, et pour autant des végétations très importantes, plus de 10 mm, clairement, aujourd'hui, on propose d'y aller sans délai. Pour l'infarctus constitué, on nous répond dans les recommandations, l'infarctus constitué en absence de déficit sévère. Ça, c'est compliqué pour nous, parce que le déficit sévère, ça commence à 15 de NIHSS, c'est quand même des accidents qui commencent effectivement, mais à 10, on commence ici. Donc, ces données-là, elles sont difficiles à aujourd'hui interpréter. Il faudrait aller plus loin, il faudrait mesurer ces charges lésionnelles. Et enfin, quand ils ont des abcès cérébraux, probablement qu'il faut y aller sans délai. Ceux pour lesquels aujourd'hui, les recommandations vont dans le sens de retarder la chirurgie. C'est clairement l'hématome intraparenchymateux, où on sait que chez ces patients-là, on les anticoagule, et moi je vous parle d'anticoagulation avec un INR à 2-3. On ne les anticoagule pas avant 1 mois, bien sûr, dans des situations neurologiques extrêmement sévères et graves. Donc, pour conclure, plus on fera des imageries à nos patients, plus on se rendra compte que la complication neurologique passe de 30 à 80%, que le délai de la chirurgie, comme on l'a vu, on l'est controversé aujourd'hui avec les outils imagerie, probablement qu'on encourage une chirurgie plus précoce. L'IRM va nous apporter beaucoup de choses, mais il y a encore de grandes études à faire pour mieux préciser et la gravité de nos patients et la charge lésionnelle.
Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette mise au point. Pour commencer, je vais juste poser une petite question concernant le type d'imagerie à faire. On est de plus en plus confronté à des patients à prendre en charge, mais on fait toujours une imagerie neurologique, en particulier avant une prise en charge chirurgicale. Qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce qu'il faut faire d'emblée une IRM? On a des délais parfois un tout petit peu plus longs et on ne voit pas les anévrismes mycotiques. Est-ce qu'il ne faut pas faire plutôt un angioscanner chez les malades asymptomatiques? Ça nous permet d'éliminer les choses. Alors, les recommandations, en fait, telles qu'elles ont été exprimées, nous parlent de scanner et plus ou moins angioscanner au moindre doute d'hémorragie. Alors c'est vrai qu'on est tenté, surtout dans les centres dans lesquels on est, où on a une IRM quand même, où l'accessibilité est extrêmement facile, de vraiment sécuriser. Et si on veut vraiment évaluer ce risque hémorragique, rien ne vaut un T2 étoile. Néanmoins, après, je crois qu'il faut remettre ça aussi dans une situation où le malade est instable, qu'il n'a quand même pas parlé sur le point de vue neurologique. On a vu que ces patients qui ne parlent pas sur le point de vue neurologique, qui sont asymptomatiques, c'est quand même eux qui ont un faible risque de transformation hémorragique, et probablement que les microanévrismes sont très petits. Et puis le microanévrisme, on le voit sur un scan non injecté. D'accord. Donc je crois que si on peut le faire, tant mieux, mais ce n'est pas aujourd'hui une obligation chez notre patient asymptomatique. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Richard? L'artério, on la réserve à l'embolisation. Il Oui. n'y a pas de place pour le diagnostic. Oui. Alors de plus en plus, vu les angioscanners dont on dispose de vraiment de très bonnes résolutions, c'est vrai que l'angioscan suffit la plupart du temps. Donc on ne va pas forcément à l'artério si on n'envisage pas, s'il n'y a pas d'anévrisme, un geste à envisager.